Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M. Bonsoir à nos invités. Tizili Mames, bonsoir. Bonsoir. Rachid Nekes, bonsoir. Salam alaikum, heureux de vous retrouver, très cher co-détenu. Ihsan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Je suis le journaliste aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'il a dit. Oui, j'ai entendu. Il a dit très cher co-détenu. J'ai entendu. Voilà, Ex-co-détenu. Je suis d'accord. donc très heureux que vous soyez tous là, très heureux aussi pour Rachid Nekes. C'est quasiment votre première interview depuis votre sortie. Et quelle sortie, puisque vous avez fait aujourd'hui, on commence par le fait politique, déjà. Vous avez été empêché aujourd'hui de tenir une conférence de presse à Ruiba, si nous avons bien compris. Alors, comment ça s'est passé exactement ? Nous avons d'abord alerté l'ensemble des autorités, que ce soit policières, gendarmerie et renseignements, que nous nous apprêtions à organiser une conférence de presse aujourd'hui à 14h30 dans un local du directeur de la communication du parti MJC, donc à Ruiba, à Alger. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par 5 4x4 de la gendarmerie nationale qui nous ont invités à rentrer chez nous à Chlef. Donc mon avocat qui était présent, 2 avocats, donc Oustad Shohra Abdelkader et Oustad Yassine Khalifi, ont dit c'est une violation de l'article 55 de la Constitution qui permet à chaque citoyen de se déplacer librement dans les 48 wilayas. En plus, 58 aujourd'hui, allez-y. Vous avez oui, raté pardon, cet épisode. oui, c'est vrai, 58. Il s'en est passé des choses en 14 ou 15 mois, Rachid Nekes, allez-y. c'est ce qu'on appelle l'amnésie carcérale. C'est ça, oui. Et donc, nous n'avons pas pu accéder donc, au local où était prévue la conférence de presse. Il a fallu qu'on improvise une conférence de presse sauvage, en pleine rue, à 100 mètres du local, qui était complètement adapté et aménagé pour cette conférence de presse. Donc les journalistes ont joué le jeu, mais ça n'avait aucun sens. Donc c'est véritablement la preuve que nous sommes dans un déficit d'état de droit démocratique en Algérie, et je crois que c'est le sujet principal des jours et semaines à venir. Un déficit, est-ce que c'est le moins que l'on puisse dire ? En fait, ce sont des indicateurs, à mon avis, qui sont peut-être encore plus importants que nous, depuis des mois, l'indicateur sur où va-t-on, c'est un peu les décisions de justice. C'est les incarcérations, c'est les procédures, c'est la répression. Mais si on devait aller un peu au-delà et essayer de trouver des critères encore plus parlants et signifiants, c'est la possibilité de faire ou pas de l'activité publique, de la politique. Et j'avais cité la semaine dernière l'indicateur de l'interdiction de l'initiative d'Islam Ben Atiyah comme montrant clairement qu'on ne va pas dans le sens d'une ouverture. Aujourd'hui, on en a la preuve, une autre preuve, et il faudra en tirer les conclusions. Tizili Mames ? Écoutez, c'est regrettable, vraiment, ce qui se passe, et surtout quand j'entends M. Nekes dire qu'il a prévenu tout le monde, entre guillemets, et qu'un politique doive prévenir les renseignements pour une conférence de presse. Moi, je trouve ça saisissant, et c'est terrible pour notre pays. On a l'impression qu'on n'a pas du tout avancé sur le plan des libertés politiques, et c'est vraiment terrible. C'est encore une fois l'objet qui occupe le peuple aujourd'hui, c'est les libertés. C'est les libertés, c'est le fait de ne pas pouvoir se réunir, le fait de ne pas pouvoir exercer la politique en dehors d'une forme contestatoire et ça encore, on a du mal à le faire. C'est juste une question de rapport de force et une question de nombre. On laisse les gens pratiquer la chose politique uniquement quand ça va dans leur sens. Dès que ça ne va pas dans leur sens, on empêche les gens de parler, de se réunir et de s'organiser.
C'est sûr que la bataille des libertés reste aujourd'hui une priorité dans le cadre de ce Peut-être un petit bémol, peut-être que si on savait que Rachid Nekaz allait lancer un dialogue le 19 mars, peut-être qu'on l'aurait laissé parler. Oui, peut-être que c'est... Même de ce point de vue-là, c'est peut-être une erreur. Peut-être que certains n'ont pas intérêt au dialogue. C'est un clin d'œil. Rachid Nekaz, donc vous me tendez la perche, Hassan Radi, vous avez annoncé ce dialogue pour le 19 mars, mais si mes souvenirs sont bons, c'était une annonce que vous aviez fait déjà il y a plusieurs mois, qui serait l'aboutissement de ce que vous avez qualifié du ramadan des libertés. Et le choix du 19 mars, c'est évidemment la fête de la victoire, Eid al-Nasr. Alors, il y a eu des médias électroniques qui ont donné cette information comme étant une confirmation. Alors, des gens pensent qu'il y aura réellement un dialogue le 19 mars. Est-ce qu'il y aura réellement un dialogue le 19 mars ou est-ce que c'est un appel au dialogue que vous lancez? Non, c'est un appel au dialogue que j'ai lancé notamment pour alerter l'opinion publique algérienne, notamment le Hirak, afin de construire une plateforme juridique qui constitue le point de départ d'une discussion directe entre les représentants juridiques, que j'appelle le Hirak juridique, constitué de femmes et d'hommes de loi, aussi bien d'avocats, de juges, de professeurs de droit à l'université, afin de discuter avec le président de la République et les représentants de l'armée à une délégation, un transfert du pouvoir exécutif du président vers ce que j'appelle un gouvernement de transition de la République algérienne, donc constitué de femmes et d'hommes de loi, dont la mission sera de 3 ans et demi jusqu'à décembre 2024, afin de bâtir des institutions solides qui garantissent les libertés privées et publiques du peuple algérien, de mettre en place une constituante afin de faire voter d'ici 2024 une nouvelle constitution réellement démocratique et surtout, dès que cela sera prêt, d'organiser le même jour des élections présidentielles, législatives et municipales, donc à partir de décembre 2024. Donc c'est un appel, personne n'a été consulté, c'est une proposition dont j'ai pris l'initiative, donc je n'ai discuté avec aucun avocat, aucun juge, aucun professeur de droit de cette plateforme, mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment juridique et non dans un moment politique. Lorsqu'il y aura la fondation d'un véritable état de droit en Algérie, ce jour-là, celles et ceux qui ont des ambitions politiques pourront présenter leur programme au peuple algérien et c'est le peuple algérien souverain qui décidera qui sera ou qui seront les prochains maires, les prochains députés et le prochain président de la République algérienne. Thierry Hassan, qu'est-ce que ça vous inspire le mot dialogue aujourd'hui? Est-ce que c'est une nécessité ou pas? Aujourd'hui, on a du mal à voir les bons signes les bons signes de la part des décideurs pour de l'autre côté, évidemment, oui. pour amorcer un dialogue, parce que oui, il y a eu une vague de personnes libérées, dont vous, on s'en réjouit. Mais à côté, il y a eu des mandats de dépôt, des journalistes en prison, Saïd Boudol qui comparait aujourd'hui. Donc on revient encore à la case départ, on a l'impression qu'on est en train de faire équipe A, équipe B. On en sort quelques-uns et on en remet d'autres en prison. Et tout ça n'est pas bon signe. On interdit toujours aux politiques de se réunir, on interdit toujours l'organisation. Le Hirak, la manifestation subit toujours des formes de répression. Il y a des wilayas où on tente carrément d'interdire les manifestations. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de bons signes. De bonne volonté, je parle, pour le dialogue. Alors oui, le dialogue est une nécessité, il faudra y arriver, mais il faudra que ces gens puissent, en bonne intelligence, donner des signes de bonne volonté et donner des garanties, parce que sinon, on ne saurait pas de quoi discuter, sur quoi dialoguer. Comme disait Hassan Lahd al-Bourga'a, que dit son âme, il n'y a pas de husn niyya, il n'y a pas une bonne foi, de l'autre côté, de l'autre rive. Oui, bon, ça c'est le constat d'aujourd'hui, ça peut changer. Quand on dit dialogue, on pense aux acteurs du dialogue, donc il y a un problème d'acteurs, qui du côté du Hirak, c'est un problème récurrent, qui peut dialoguer pour le compte du Hirak, et du côté du régime aussi, il y a ce problème, je peux en dire un mot plus en détail si on a le temps. En fait, moi je suis très admiratif de la démarche de Rachid Nekaz. Rachid Nekaz a toujours eu un coup d'avance sur la scène politique algérienne. Il a
perturbé la fin du 4e mandat de Bouteflika, enfin même avant, mais en particulier le 4e mandat, par son action. Il a été moderne au sens où il a utilisé les réseaux sociaux, où il a été à la fois un lanceur d'alerte, etc. Et donc il a fait bouger les lignes de la manière de faire de la politique. Ensuite, il a accompagné le Hirak pendant tout le temps. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'il a un coup d'avance en prenant la responsabilité, parce que tout le monde ne peut pas le faire, de faire une offre politique précise. Ce que nous, on a beaucoup de mal à faire dans l'espace de Nida 22, on a mis en place un espace de dialogue pour sortir avec une feuille de route dans lequel il y a beaucoup de figures qui sont reconnues par le Hirak, et nous prenons le temps. Là, par contre, où j'ai un bémol par rapport aux propositions de Rachid Nekkaz, c'est que lorsqu'il s'agit de ce type de proposition, il vient de dire « j'ai pas consulté mes avocats, j'ai pas consulté quelques-uns des personnes qui… » En fait, là, nous sommes quand même dans un moment politique quand on formule cette proposition. Et quand il y a d'autres forces qui vont dans le même sens et d'autres figures qui vont dans le même sens, à mon avis, il y a plus de chances de faire peser ces propositions, de faire en sorte qu'elles soient prises en compte de l'autre côté, lorsqu'on se concerte avec ces personnes-là. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une conférence de presse avec Rachid Tabou, avec Karim Tabou, avec Mustafa Bouchachi, avec d'autres avocats, Abdelghani Badi, avec Nabil Ismail, avec toutes les figures, je vais en oublier, même des conservateurs qui existent, ensemble, pour dire, voilà la feuille de route, celle-là ou une autre, parce qu'il faudra discuter avec ces personnes-là, pour se donner le plus possible les chances d'être portés par le Hirak et de ne pas être contrés. C'est le seul bémol. Sinon, effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin de mettre au pied du mur le régime sur cette question du dialogue, évidemment, avec toutes les conditions préalables qui viennent avant le dialogue. Il n'est pas question de dialoguer sous le contexte actuel. C'est vrai, qu'est-ce qu'on parlait d'un appel au dialogue pour le 19 mars? Qui vous dit que cet appel sera entendu? Peut-être qu'il n'y aura rien d'ici le 19 mars, ou est-ce que vous allez beaucoup travailler d'ici le 19 pour qu'il y ait un pacte, comme vous l'appelez, le pacte de Mouradia? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être fâcher plus d'un. Je crois qu'après avoir étudié toutes les transitions démocratiques dans le monde, c'est bien en Europe, en Espagne, au Portugal, après la mort de Salazar ou de Franco, en Europe de l'Est en 1989, ou dans les années 70 en Argentine, en Amérique latine, à chaque fois qu'une transition a fonctionné, donc consacrant le passage d'une dictature à une démocratie, c'est toujours parce qu'il y avait des hommes et des femmes de loi qui l'ont accompagné. Et ce n'est jamais avec des hommes politiques. Pour une raison très simple, c'est que l'homme politique est plus animé par une ambition personnelle que par une ambition de servir l'intérêt collectif. Et on le voit bien. Vous savez, en 2015, j'ai testé l'opposition algérienne. Je leur ai dit, allez chiche, mettez-vous d'accord sur un candidat unique pour l'élection présidentielle à venir de 2019 et je suis prêt à me retirer à soutenir ce candidat. J'ai rencontré 32 présidents de parti. Ils m'ont dit tous que c'était une bonne idée, mais on ne peut pas la soutenir. Pourquoi? Car leur ambition personnelle était tellement dévorante qu'ils étaient aveugles pour servir l'intérêt général algérien. Et ça, j'ai beaucoup réfléchi pendant les 443 jours de prison, et vous en avez été témoin. Je crois qu'il est important que les femmes et hommes politiques mettent leur ambition personnelle en sourdine, attendent patiemment pendant 3 ans et demi le temps qu'il y ait un gouvernement de transition constitué de femmes et d'hommes de loi qui réussissent cette transition démocratique que tous les Algériens appellent de leur vœu et les accompagnent, ces hommes et femmes de loi, parce que ces femmes et hommes de loi auront besoin de notre soutien pour réussir cette transition. Donc moi, je fais confiance à ces femmes et hommes de loi. J'en ai rencontré 89 pendant ma détention. Et croyez-moi, nous avons des pépites d'or parmi l'establishment juridique algérien. La transition démocratique, c'est des hommes et des femmes de loi, donc ça signifie que des avocats. Non, pas que des avocats, des juristes, des professeurs de droit. Et quelle place pour les militants, pour les hommes politiques, pour les journalistes, pour le milieu associatif? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce qu'une révolution… Je parle de gouvernement, là. Oui. Les médias vont aider, accompagner, critiquer, les militants pareil, vous savez… Vous parlez de la transition. Oui, je parle de transition. Donc d'un gouvernement de transition. Tout à fait. Comme le GPRA, le gouvernement… Qui ne serait formé que de juristes. Que de juristes, chacun dans sa spécialité. Juriste d'affaires, juriste fiscal, juriste spécialisé dans la constitution, dans la politique, dans l'écologie, dans l'environnement, dans la culture, dans la société. Vous savez, le droit, c'est un corpus qui peut se décliner dans tous les domaines et on peut constituer un gouvernement essentiellement constitué de juristes pendant cette transition de 3 ans. Et ensuite,
chacun des partis politiques, chacun et chacune des hommes et femmes politiques du pays pourront présenter leur programme politique. Je pense qu'il ne faut pas se presser. On n'est pas dans un moment politique, nous sommes dans un moment juridique et je crois que si on fait entrer des hommes politiques, ça va capoter, ça va échouer. Et bis repetita, c'est le bilan de 2 années de Hirak. Écoutez, je trouve que je n'ai pas très bien lu la proposition, même si je l'accueille très bien et que je suis vraiment favorable à ce que tout le monde, toute la scène politique se mette à faire des feuilles de route et qu'on puisse enfin discuter de quelque chose comme Ehsan l'a dit. Oui, nous, on a essayé dans Ida Bandou, par exemple, on a adopté une autre démarche, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut changer la démarche et il faut plutôt partir sur des propositions et se confronter sur la base de ce sur quoi on n'est pas d'accord et échanger et créer enfin de la conflictualité politique. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On s'affronte sur des personnes, on s'affronte sur des choses qui sont vraiment à la marge de ce qui est important et à la marge du politique. Quant à cette proposition que le juridique, ce tout juridique qui est proposé, je le vois un peu comme le déni du politique. Alors que c'est une période longue, quand même 3 ans et demi pour faire cette espèce de déni. Une transition est éminemment politique et toutes les transitions, même si elles ont été pour la plupart impulsées ou accompagnées par des hommes de loi, il faut évidemment que les hommes de loi accompagnent la transition, mais toutes les questions qui vont être abordées sont politiques. Vous avez parlé de constituante, la constituante est politique, tout est politique dans la vie publique d'un pays et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi discuter avec les avocats, voir ce qu'ils en pensent, parce que moi, je ne pense pas qu'ils vont accueillir favorablement cette proposition. Et le problème aussi avec le gouvernement que vous proposez, on a l'impression que les autres volets qui concernent la direction d'un pays sont complètement occultés, surtout sur une période aussi longue. Il n'y a pas eu de précision sur l'économie, sur l'éducation, sur quels sont les chantiers et quelles seront les responsabilités et les prérogatives de ce gouvernement de transition. Il y a un sérieux manquement. Quant à votre feuille de route, moi, ce que j'ai vu, ça m'a d'ailleurs doucement fait sourire, c'est que votre feuille de route, elle se déroule, je crois, du 19 février ou du 21 février jusqu'à mars. Aujourd'hui, 15 jours après, on est toujours en train de la dérouler comme si le plan des premières semaines était respecté, alors que non, ça ne l'est pas. Il y a un problème pour amorcer votre proposition, et je pense que c'est ça qu'il faut interroger, alors qu'on est en train de discuter l'aboutissement. C'est un peu un non-sens à mon sens. Je ne vais pas rajouter à la critique qu'a apportée Tézéri. Effectivement, moi je pense que les transitions sont d'abord des moments politiques qui peuvent effectivement être accompagnés par des hommes de loi, parce qu'il faut encadrer sur un plan juridique les étapes d'une transition. Mais je pense que le principal handicap, il va falloir continuer à réfléchir avec les autres acteurs, je pense, pour affiner cette feuille de route. Je noterai juste que la classe politique, l'opposition traditionnelle, a quand même fait une offre politique en 2014 après Azeralda. Ouais. Voilà. Donc il y a eu un moment où elle a été capable. Vous étiez Azeralda. Elle a été capable de le faire. Donc on peut. Voilà. Il y a des moments. Après, il y a eu des élections. Dans la durée, ça n'a pas tenu. Mais aujourd'hui, le problème, il n'est pas tellement du côté de qui va représenter, parce que ça, c'est en train de se mettre en place. Qui va défendre les intérêts, les revendications du Hirak. Moi, je fais confiance à Rachid Nkhaz pour le faire. Non, je ne suis pas partie prenante. Non, défendre les revendications du Hirak, c'est autre chose. Hein. D'accord, je ne suis absolument défendre pas les revendications du Hirak. C'est défendre les revendications du Hirak. Par contre, le problème, il se pose de l'autre côté. Et quand on réfléchit un petit peu, j'ai évoqué la Azeralda, il n'y a pas eu de vis-à-vis, il n'y a pas eu de réponse. Quand on remonte un peu plus loin dans l'histoire politique du pays, la dernière fois où il y a eu une négociation qui a débouché sur une sortie de crise, ça n'a pas pu se faire entre politiques, ça ne s'est pas fait entre le président Zeroual, même si c'est un militaire,
et les dirigeants du fisc qui étaient en prison. Il y a eu plusieurs rounds de négociations avec Béchine général Béchine comme principal acteur. Ça s'est fait entre le DRS et l'AIS, avec la Houdna. Ça s'est fait entre gens armés. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir un petit peu qui peuvent être les acteurs, on retombe très vite du côté du régime sur un désert politique. Il n'y a pas d'acteurs. À la DSI aujourd'hui, à la tête de la DSI aujourd'hui, je ne peux pas juger des capacités politiques du général Rajdi, mais moi je sens, je vois qu'il n'y a pas de boîte de think tank politique qui d'habitude se trouve un peu dans le DRS et un peu dans le système, ailleurs dans l'armée, capable d'engager un processus de dialogue. Alors du côté de la présidence, je préfère ne pas faire de commentaires, malheureusement, autour de Tebboune, qui lui-même n'est pas un aigle en termes de propositions politiques, il n'y a pas de tête pensante. Et donc, ce processus-là, pour l'engager, je pense que si on ne l'a pas engagé, c'est parce que de l'autre côté, il n'y a pas le savoir-faire, la compétence, même si la volonté, à un moment donné, elle n'est pas présente aujourd'hui, on est d'accord, Tézéri, même si elle devait advenir dans les prochaines semaines, parce que la pression du Hirak est revenue, la pression internationale est là avec les rapports des Nations Unies, et cela peut amener le régime à changer de fusil d'épaule. Mais peut-être qu'il n'en a pas l'ingénierie, et c'est peut-être encore plus compliqué. Que répondez-vous à ça, Vous savez, moi, j'ai vécu 40 ans dans des pays démocratiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Je crois qu'il faut travailler avec ceux qui sont visibles. Al-Mouradiya, il y a le président de la République, et au niveau des forces armées, il y a le chef d'état-major qui est M. Chenguereha. Donc, pourquoi voulez-vous négocier ou commencer des discussions avec des gens qui sont invisibles et que personne ne connaît? Je crois que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des représentants du Hirak. Et j'expliquerai quel sera leur rôle si vous m'en donnez la possibilité. Il y a deux missions prioritaires aujourd'hui. Il y a une mission institutionnelle qui est celle de bâtir les fondations d'un véritable État de droit démocratique qui garantit les libertés privées, publiques et des élections libres et transparentes. Ça, c'est le premier volet de la mission de ce gouvernement de transition que j'appelle de mes voeux. La deuxième mission, c'est une mission juridico-économique. En quoi ça consiste? Aujourd'hui, nous avons une économie qui est une économie de bazar, nous n'avons aucun revenu sauf ceux du pétrole et du gaz. Donc là où on peut, comme disait le président Tebboune, récupérer un peu d'argent à l'étranger, c'est notamment au travers de la renégociation des contrats de gaz et de pétrole. Ça, c'est votre priorité, ça a toujours été le cas. Ouais. Vous savez, l'urgence absolue en Algérie aujourd'hui, c'est le déficit de liberté et le déficit économique et social. Les gens sont dans la misère de plus en plus depuis la crise du corona et la baisse des revenus du pétrole. Donc il faut régler le problème du déficit de démocratie et d'état de droit et la question d'augmenter les revenus qui vont aboutir aux caisses de l'État pour ou bien redistribuer l'argent ou bien commencer à faire des investissements. Et je crois qu'en appliquant la clause qu'il y a dans tous les contrats de gaz et de pétrole et qui dit la chose suivante, changement des conditions économiques, donc on peut alerter les tribunaux, en tout cas l'arbitrage international, pour récupérer dans un délai de 5 ans au moins 25% de revenus supplémentaires. Je vous donne un exemple. La France détient par exemple 65% du gaz à Adrar, Total possède 50% de la production annuelle de pétrole, c'est-à-dire 500 000 barils par jour. Nous avons régressé par rapport à 71 où l'Algérie possédait 80% du pétrole algérien. Donc, ce gouvernement de transition c'est impressionnant ces chiffres. Non, je pense que c'est peut-être pas... Non, allez-y. Vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres? Comment? Vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres? Non, par rapport à l'économie, je ne sais pas, est-ce que 3 ans et demi, c'est pas une longue période pour dérouler uniquement des propositions qui vont être liées au contrat de pétrole et de gaz? Et uniquement... J'ai dit mission institutionnelle, oui. Mise en place d'un État de droit démocratique, et mission juridico-économique, c'est-à-dire commencer à renégocier les contrats de gaz et de pétrole pour récupérer au moins 25% de revenus supplémentaires en Algérie. Car en 71, après la nationalisation des hydrocarbures, l'Algérie possédait 80% du pétrole algérien grâce au travail fabuleux de Houari Boumediene, qui est un dictateur, certes, mais quelqu'un qui a toujours défendu la souveraineté économique. Il a notamment fait la promotion d'un nouvel ordre économique donc à l'ONU en 1974. Donc c'est très important de renflouer les caisses de l'État pour permettre au peuple algérien de respirer un peu, car aujourd'hui, dans les campagnes algériennes, il y a une misère de plus en plus aiguë qui est en train de s'installer. Et on n'a pas le temps d'attendre 20 ans pour bâtir une économie en algérienne. Donc, parallèlement, un travail à long terme
Pour jeter les bases d'une économie solide, il faut récupérer les ressources en hydrocarbures qui sont possédées aujourd'hui. Total, 50% du pétrole algérien. Eni, l'italien, possède 75% de Hassi Barkid. Gaz de France, Engie, possède 65% à Drar. Et le pire des contrats, c'est ce que nous avons à Illizi. L'Algérie possède 0% du gaz. L'Espagnol Repsol possède 52,5%. L'Italien Eni possède 27,5% et le Français Engie possède 20%. La Sonatrach possède 0% à Illizi à cause de l'ancien gouvernement Sellel de 2013. Donc ça, ce sont des fondamentaux de l'économie algérienne. Si on ne s'attaque pas au dur, c'est-à-dire l'absence de liberté démocratique et la renégociation des contrats de gaz et de pétrole, je crois que tout le reste, c'est de la littérature. J'aime beaucoup parler littérature, mais je crois qu'il faut parler des choses sérieuses aujourd'hui en Algérie. 3 ans et demi, c'est très peu dans l'histoire d'un pays. C'est l'étudiant en histoire de la Sorbonne qui vous parle. Vous savez, l'Algérie, elle a 2000 ans d'existence. Saint-Augustin, 2400 ans. Je crois qu'il faut être patient. Il y a un verset du Coran qui dit, en arabe, je crois qu'il faut s'évertuer à la recherche de la vérité et à la recherche de la patience. Si on va trop vite, on risque de se casser les dents, comme cela est le cas depuis 1962. C'est juste un point de vue personnel. Un autre sujet sérieux, c'est la grande manifestation du 8 mars à Alger, dans d'autres grandes villes du pays. Comme tous les 8 mars depuis 2019, il y a eu des centaines, voire des milliers de femmes qui ont défilé à Alger, mais nous avons constaté qu'il y avait des manifestations et des marches distinctes. On l'a tous remarqué, il y avait des slogans politiques et il y avait des slogans pour les droits de la femme, parce qu'il y a eu une polémique autour de cela. Comment vous avez... D'abord, est-ce que vous y étiez, Tisli Mames? Et dans quelle marche vous étiez, vous? J'étais dans la marche qui a démarré à partir d'Audin, donc avec les militantes féministes. Et au même moment, il y avait une marche qui avait démarré au niveau de la Grande Poste et qui faisait le tour jusqu'à la fac centrale. Et à un moment donné, les deux marches se sont rencontrées. Et ça s'est bien passé? Dans la rencontre, il y a eu des heurts? Donc je ne me suis pas trompé, parce que j'ai tweeté cette information et j'ai été accusé vrai. d'avoir raconté des histoires et que les deux marches se sont toujours opposées l'une à l'autre. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marches étaient séparées? Au départ. Ça n'a pas démarré au même endroit. Oui, mais après ils se sont retrouvés à la Grande Poste, c'est bien Mais ça. ensuite, ça s'est retrouvé au niveau de la descente de la fac centrale et on a continué vers la Grande Poste tout ensemble. Écoutez, alors ça s'est bien passé selon moi, oui, ça s'est bien passé. Oui. De ce que j'ai vu, moi, oui, ça s'est bien passé. Je suis contente et satisfaite de cette marche. Il y avait beaucoup de femmes et il y avait des slogans féministes. Je fais partie du groupe de féministes, vu que je suis militante féministe. Donc, j'ai scandé naturellement les slogans féministes qui a trait au code de la famille, à l'égalité, etc. Et de l'autre côté, il y avait des femmes qui scandaient exclusivement les slogans du Hirak. Et à un moment donné, ça s'est croisé. Et puis, nous-mêmes, on est féministes, mais on est aussi hirakistes. Je vous rappelle que les féministes font le hirak aussi tous les vendredis avec tout le monde. Donc, on a continué. On a scandé aussi les slogans du hirak. Il y a eu quelques petites altercations, il y a eu des tensions. Moi, je considère que c'est normal quand les visions se rencontrent comme ça dans la rue et que la rue devient le seul endroit où il y a de la conflictualité, où il y a de la pression, parce qu'autour, il n'y a pas d'exercice qui est permis de la politique. La conflictualité est déplacée en fait, elle est déplacée à la rue. Je vous pose cette question parce qu'il y a une polémique très importante, c'est sur cette guerre des slogans. On est encore dans cette guerre des slogans qui a commencé il y a quelques semaines avec le fameux slogan de Mukhabarat el-Habiya, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire? Et pour le 8 mars, il y a eu aussi cette guerre de slogans. Alors, il y a eu deux manifestations distinctes, vous dites. Donc les féministes ont scandé quasi exclusivement des slogans féministes. L'autre marche, c'était des slogans politiques. Alors, où est le problème? Est-ce qu'il fallait scander les deux slogans en même temps, profiter du 8 mars pour parler des droits de la femme, mais aussi pour rappeler qu'il y a un hirak national et une avidité de liberté? Ou fallait-il parler qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que moi, j'ai reçu un communiqué, je pense, d'une association qui s'appelle Fatman Soumar, où il disait la marche pour les libertés, pour les droits de la femme. Alors, on reproche aux féministes de ne pas avoir parlé du hirak le 8 mars. Qu'est-ce que vous répondez?
Déjà, c'est faux. J'y étais Et et il y a eu des slogans j'ai politiques. scandé les slogans du Hirak Habituels. comme tout le monde, habituels. Et les féministes ne sont pas du tout austères ni réfractaires au slogan du Hirak. Bien sûr que non. Après, moi, je pense que les femmes, elles scandent ce qu'elles veulent, au bout d'un moment. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et ces femmes-là, toutes ces femmes, aussi bien les féministes que les autres, que celles qui ont exprimé leur antiféminisme, elles étaient toutes là pour revendiquer des droits politiques. C'est leur journée, qu'on les laisse faire, tout simplement. Yassine Radé? Moi, je pense que le 8 mars a été un moment qui a cristallisé quelque chose qui monte depuis quelques mois, qui s'est accéléré depuis le retour du Hirak, et qui est le résultat du fait qu'on n'a pas les millions du mois de mars-avril 2019 dans la rue. Quand il y avait les millions d'Algériens dans la rue, il était impossible de polariser les expressions entre modernistes, islamistes, conservateurs et que sais-je. Et cette pression faisait que, politiquement, tout le monde portait les mêmes mots d'ordre pendant très longtemps. Il y a eu le carré des féministes, et le carré des féministes a réglé la question a été réglée. Il s'est inscrit dans le Hirak, et il existait dans le Hirak, et il y a peut-être eu un problème les premières semaines, mais après, c'est devenu une partie prenante, tout comme le carré de BVB Harraj Doula Islamia, il fait partie du Hirak. Ça fait partie du paysage, il vient de Hassiba, et ça faisait la diversité de ce Hirak et de sa force. Le reflux, en termes quantitatifs, parce que le fait qu'il y ait toujours des dizaines de milliers d'Algériens qui sortent pour revendiquer le changement démocratique, pour moi, le Hirak est toujours là, il s'exprime. Il ne pouvait pas s'exprimer toujours avec des millions, ça existait nulle part dans le monde. C'est déjà miraculeux que 2 ans après, on soit encore aussi nombreux dans la rue. Ce reflux a permis malheureusement le retour des polarisations idéologiques qui se sont un peu accélérées plus à la place de la République à Alger, mais on a fini par retrouver ça via les réseaux sociaux aussi à Alger, la double rupture. L'invention de la double rupture à Paris nous a causé beaucoup de torts. Je ne vais pas mettre tous les torts d'un côté, les modernistes qui veulent se séparer de la dictature et en même temps éviter l'État islamique. Bon, est-ce que c'est le moment? Moi, je dis que ce n'est pas le moment. Notre problème, c'est l'État, c'est la dictature. C'est pas une invention. Non, l'invention de la double rupture. La double rupture, c'est une invention. De 2020 La double rupture, c'est un mot d'ordre qui a été inventé. On n'en a jamais parlé, mais c'était une invention. Avant même Irhabi Ça veut dire contre le pouvoir. Au même niveau. Ah oui. Non, mais La double- Aït Ahmed parle de double rupture. Non, je parle de ceux qui l'ont sorti maintenant. Je parle, Aït Ahmed en a parlé quand le fils a gagné, dès le premier tour, plus de 50% des sièges. On n'est pas dans le même contexte. Il y a absolument rien. Et ceux qui veulent nous ramener à 89, C'est ça, alors. 91, C'est ça, c'est une bêtise politique, je le dis crûment. Voilà. Et Alger, alors le 8 mars, il y en a qui se sont greffés dessus pour dire, ah voilà, dès qu'il y a la possibilité d'avoir les deux pôles, ça ressort et ça se frite, etc. Voilà, c'est un hasard. Tézéli vient de dire qu'au bout du bout, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et la pression unitaire fédératrice du Hirak continue de s'exprimer parce qu'on n'est pas sorti de la première période, la première phase de la révolution. La première phase de la révolution, c'est de rester tous ensemble pour changer les règles du jeu. Les règles du jeu n'ont pas changé. La preuve, c'est qu'on ne peut pas tenir une conférence de presse quand on est un leader politique. Et donc, restons ensemble. Je pense que les gens qui pensent que c'est le moment de se différencier et d'exprimer plus et d'avancer ses pions, parce que ceux d'en face sont en train d'avancer leurs pions, ce sont ceux qui rendent le plus grand service à un régime qui est en déroute sur le plan politique. Ce sont ceux qui lui rendent le plus grand service. Qu'est-ce que vous inspire le 8 mars et avec les manifestations qui ont eu lieu avant-hier? J'aimerais réagir sur la Allez-y. fragmentation politique du Hirak. Ouais. Donc maintenant, on a une bipolarité politique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut absolument éviter d'investir dans cette polarité politique, de mettre en jachère la dimension politique du Hirak jusqu'en 2024 et se concentrer sur notre dénominateur commun qui est la mise en place d'un État de droit démocratique. On le voit même au travers de cette journée internationale des droits de la femme. Même là, nous avons eu des slogans diamétralement opposés, certains à obédience, on va dire laïque, et d'autres à obédience islamique, et il y a le clash. Et j'ai vu certains commentaires sur Twitter ou sur Facebook, ça donne froid aux yeux.
Tant qu'on n'a pas mis en place un état de droit en Algérie, on risque d'avoir ce genre de déviation idéologique et politique. Nous n'avons pas les moyens intellectuels, culturels, sociaux, politiques de nous ancrer davantage dans ces problématiques idéologiques et politiques sociétales alors qu'il n'y a pas d'état de droit en Algérie. Et le pouvoir va en profiter. Est-ce que il en profite. Est-ce que vous pensez que le 8 mars doit être une date pour rappeler les droits des femmes et l'importance de les réaliser, ou une date au contraire pour profiter de cette célébration pour parler des droits politiques de tous les Algériens? Vous êtes pour la première ou pour la deuxième option? Vous savez, Parce que c'est la même polémique depuis 2 ans. Vous savez, mes études de philosophie m'ont appris à séparer les choses. On ne mélange pas le bon grain et l'ivraie. Il faut séparer les choses. Le 8 mars, c'est une journée internationale des droits de la femme. En aucune manière, il faut mélanger les slogans ni les problématiques. C'est la problématique des femmes. On a eu l'occasion de rencontrer des femmes formidables, des avocates formidables en prison, dont une qui s'appelle Maître Siham Hamaj, qui est spécialiste dans le droit de la femme et des enfants et le droit de la famille. C'est une tendance, mais il y a aussi d'autres tendances. Moi, je crois qu'il faut rester dans le champ de l'état de droit pour éviter des amalgames fâcheux qui vont dénaturer le message, et celui qui porte sur les femmes et celui qui porte sur la mise en place d'un état de droit en Algérie, notamment, qui sont portés par les millions de gens du Hirak. Ça va être difficile. Il faut y œuvrer. Ça va être difficile, juste en un mot. Nous, on a dans le cadre de ce qu'on a essayé de faire depuis 2019, la conférence du 15 juin, la société civile, la conférence du 24 août à la SAFEX, le NIDA 22, avec toutes les forces, tout le spectre politique qui existe en Algérie, on a toujours eu cette interpellation des féministes qui, à chaque fois, ont fini par ne pas venir dans des cadres où il y avait le point de vue islamiste aussi, parce qu'on a créé des espaces où il y a aussi le point de vue islamiste, parce qu'elles considèrent, et c'est à la limite légitime, même si moi je déplore le fait qu'elles ne soient pas venues dans ce cadre-là, que l'égalité homme-femme fait partie du spectre essentiel des libertés. Et s'il n'y a pas cette égalité-là, on va faire, on va amputer les libertés d'une dimension essentielle. C'est une perception qu'il est difficile d'écarter. Donc, elles ne vont jamais considérer, et elles ont raison, que c'est un sujet qui est démarqué. Donc, cette ambivalence, est-ce que le 8 mars, on ne parle que des droits des femmes, ou est-ce qu'on parle du reste des revendications du Hirak? Moi, je dis qu'il y a de facto une convergence, parce que le Hirak pose le problème des libertés et de l'état de droit, de la démocratie, qui ne peut être conçu qu'avec la prise en charge des droits des femmes. Je rejoins ce que vient de dire Ihsan. Moi, le 8 mars, c'est évidemment la journée pour parler féminisme, pour parler des droits des femmes, évidemment, mais en Algérie, moi féministe, si vous voulez, quand je scande les slogans du Hirak aussi lors de cette journée, c'est parce que j'ai la conviction que sans changement du régime et sans démocratie, sans réussir une transition, sans réussir l'état de droit, j'ai la conviction que moi, en tant que féministe, je ne peux pas pratiquer mon féminisme et mon droit d'exercer cette liberté politique-là, qui est de lutter pour ma vision, pour ma vision moi-même de la société, et pour faire avancer cette question des droits des femmes, la question du code de la famille, la question des inégalités au travail, et toutes ces questions-là. L'avènement de la démocratie et donc le changement du système politique et donc le Hirak, pour moi, c'est indispensable. Ça converge tout à fait. Maintenant, qu'il y ait de la polarisation, c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas de politique. Le politique, c'est connu pour être c'est fait pour pacifier les rapports sociaux. Donc le jour où on va se mettre à faire véritablement du politique avec des propositions, avec de l'action et avec du contenu et avec de la réflexion, parce qu'on manque aujourd'hui de réflexion, c'est ça aussi la réalité. Les tensions vont s'apaiser, on va se confronter sur des idées et ça va aller beaucoup mieux. Merci Tiziri. Alors quand on parlait de contexte répressif, nous allons bien sûr parler des cas des détenus d'opinion, car le 19 février, beaucoup ont été libérés, mais beaucoup restent encore détenus aujourd'hui, notamment Sami Darnouni, qui était à la prison de Koléa. Nami Abdelkader a été acquitté, mais Sami Darnouni a été condamné à 3 ans de prison ferme. Il est toujours à Koléa.
2 ans ou 3 2 ans ans. 2 ans, alors 2 ans. Saïd Bodo, notre confrère journaliste comparé aujourd'hui, il est en ce moment en face du juge, il est en train de se défendre en ce moment, d'ailleurs il y a une polémique, il s'est plaint des conditions de détention. Saïd Bodo, il a dit que c'était des conditions dignes d'animaux, dignes pour les animaux. Et donc Saïd Bodo est un journaliste qui est en prison aujourd'hui. Le procureur a requis 6 mois de prison ferme contre lui et contre Tounsi. Comment expliquer qu'on est encore dans ce contexte répressif pour les journalistes en prison? Je commence avec vous, Rachid Kass. Vous savez, j'ai écouté les argumentations concernant les droits de la femme. Ce n'est pas le politique qui pacifie les rapports sociaux, c'est le juridique. Parce que le juridique permet cette plateforme où chacun a le droit de s'exprimer, d'exprimer sa différence dans un cadre pacifique. Il n'y a pas d'état de droit démocratique en Algérie. Et tant qu'il n'y aura pas d'état de droit démocratique en Algérie, on aura des détenus d'opinion en prison, on aura des journalistes en prison, on aura des hommes politiques en prison, car on n'a pas la fondation d'un état de droit comme en Europe, comme en Amérique du Nord, comme en Amérique latine. Donc il faut commencer toujours par là où ça ne va pas. On ne peut pas se payer le luxe de faire de la politique aujourd'hui en Algérie, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et il y aura toujours des Saïd Bodo, il y aura toujours des Khaled Drarni, il y a 28 détenus d'opinion encore en prison qui n'ont pas été libérés ou graciés le 19 février dernier, et il y en aura d'autres, puisqu'on n'a pas réglé le problème de la fondation d'un État de droit. Et la fondation d'un État de droit, qu'on le veuille ou non, ça se négocie. Bien sûr qu'il faut se battre, il faut profiter de la pression populaire, du Hirak, pour amener le régime actuel à négocier une forme de ce que j'appelle une cohabitation. Cela existe en France, il y a eu la cohabitation entre la gauche et la droite entre 86 et 88 et 93 et 95. Il y a une cohabitation permanente aux États-Unis entre le président américain et le Sénat, parce que vous savez que tous les 2 ans, la majorité change de couleur. Oui, donc il faut qu'on apprenne à discuter entre Algériens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'opposé de nos convictions, de nos valeurs, qu'on doit s'interdire de discuter ou de négocier avec l'autre. Il faut accepter l'altérité politique, l'altérité idéologique, l'altérité spirituelle, culturelle, tant qu'on n'aura pas appris dans notre pays à faire l'exercice de cette altérité plurielle, eh ben on n'avancera pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Hirak, mais vous allez voir, demain, on va reparler de l'identité culturelle dans notre pays. On n'a toujours pas compris que l'Algérie était un pays amazigh et musulman. Mais il faut le faire entrer dans la tête des gens, ça. Et comment on fait pour le faire entrer dans la tête des gens? Mais il faut du temps, il faut de la pédagogie. Vous savez, il y a eu la crise berbériste en 1949. On n'a toujours réglé aucun problème. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à être patient, à composer avec le facteur temps. Et à chaque fois qu'un pays a été vite, à chaque fois qu'un peuple a été vite, ben il s'est écrasé. Donc il faut prendre tout son temps. Oui, Hassan et Qadi, donner du temps. l'affaire Saïd Bodo, il y a toujours un problème avec la liberté de la presse en Algérie. Saïd Boudour, à mon avis, incarne la continuité autocratique du régime en place. Saïd Boudour, c'est quelqu'un qui a été déjà arrêté, qui a été en garde à vue pendant longtemps sous Bouteflika. Et qui a révélé des choses Et très graves. c'est un lanceur d'alerte. Totalement. En fait, au même titre que Tounsi, d'ailleurs, qui est co-détenu avec lui sur un des... Donc on rappelle qu'il est à Oran. Absolument, ils sont à Oran. Et en fait, je pense qu'il y a eu une incapacité du régime Tebboune, Chengriha, à réellement se rompre, ne serait-ce que symboliquement, avec les pratiques d'avant. On sait qu'ils ils ont beaucoup réprimé, mais même au niveau du choix des personnes réprimées, aujourd'hui, avec Saïd Boudour, on signe une continuité. Ce sont des affaires qui ont été révélées sur, par exemple, les 14 kilos de cocaïne qui ont manqué. Ça a provoqué la DGSN à Oran s'est acharnée contre Saïd Boudour à cause de cela. Sur le business de la famille Hamel. La famille Hamel, elle est supposée être liée à la Isaba. Mais, en fait, on est en train de faire punir à Saïd Boudour le fait d'exercer son travail de journaliste d'investigation et qui s'est exprimé contre, entre guillemets, la Isaba, donc l'ancien régime, avant, mais qui aujourd'hui porte potentiellement le risque de s'exprimer ou de continuer de s'exprimer contre ce nouveau régime qui est en train de se mettre en place. L'ADN n'a pas changé et donc les méthodes n'ont pas changé. J'espère quand même que tout cela finira par une relaxe.
On l'espère dès ce soir. Sinon, nous sommes partis, nous les journalistes, pour une campagne qu'on a débutée il y a 48 heures devant la Maison de la Presse pour la libération de nos collègues. On ne les lâchera jamais. On espère, d'ailleurs, le procès est suivi par Kenza Khatto pour Radio M et par Lamil Marnine pour Tariq News. Et on espère donc que Saïd Boudour sera libéré aujourd'hui et relaxé. Merci beaucoup d'être venu pour ce café presse politique autour de vous, Tizeli Mames, Hassan Qadi et Rachid Nekez. Je peux dire un dernier mot, c'est bien possible. sûr, allez-y. Tizeli, on dirait un autre derrière, c'est Ok, sûr. bah, allez, On commence par Tizeli. Elle va attendre ce que vous allez dire. Elle va attendre ce que vous allez dire. Honneur aux femmes, non. Non, non, ça l'intéresse. Vous savez, Allez-y. Ça l'intéresse de rebondir, Tizeli. Dans De mon- flinguer, pas de rebondir. dans mon éducation, la primauté est toujours aux femmes, donc je vous en prie. Moi, féministe, c'est pas une règle que j'aime à appliquer dans mon quotidien. Donc la primauté C'est-à-dire, aux hommes, non, 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 il vous a donné la parole. Il vous a donné la parole, vous prenez la parole. Allez-y. Vous savez, je crois que si le régime continue à emprisonner et des journalistes, et des hommes politiques, et des citoyens qui manifestent pour leurs droits démocratiques, c'est parce qu'ils ont peur de lendemains carcéraux. Ils ont peur de se retrouver en prison. Et je crois que de la même façon qu'on a pardonné à la France en 1962, de la même façon qu'on a pardonné à ceux qui ont massacré 250 000 victimes et 18 000 disparus, je crois qu'il est temps, pour la dernière fois j'espère, de réfléchir à une loi d'amnistie pour faire table rase du passé et, dans le cas d'un État de droit démocratique, ouvrir un chapitre nouveau de l'Algérie moderne, Inch'Allah. Donc vous demandez d'amnistier tous ceux qui sont en prison, y compris les hommes politiques, les anciens premiers ministres et les hommes d'affaires. Tout le monde, tous ceux qui n'ont pas une goutte de sang dans leur ADN. Tizeli. Je voulais rebondir. Vous avez doublement Oui, parce que je suis en train de rebondir quelques minutes avant et de repenser à la transition. Ali Haddad peut être sur ce À la plateau dans une transition. semaine. C'est un peu ça, non? Non, mais j'étais en train de réfléchir à la transition juridique qui commence par en pacifier tout le monde. Donc c'était ça en fait ma réflexion. Mais je voulais rebondir. Une démocratique et une amnistie, c'est tout. Tout le monde. Juste Ok. un rappel historique. Ok. Non, je Vous voulais êtes contre rebondir l'amnistie sur. Vous êtes contre l'amnistie. C'est pas que je suis contre l'amnistie, c'est que par rapport à la proposition de transition juridique, ça veut dire quand même il faut qu'il y ait une justice transitionnelle. Ça suppose cela aussi. Donc amnistier tout le monde de facto, je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas de sens. Je ne suis pas pour qu'on amnistie tout le monde. Je suis pour une sortie pacifique de la crise, oui, mais s'il doit y avoir une justice transitionnelle, c'est pour qu'elle fasse son travail. Et non, ce que je voulais dire, c'est sur Saïd Boudour. Moi, je pense qu'il concentre en lui tout l'enjeu pour le pouvoir. Les journalistes, il faut à tout prix les faire taire. On espérait qu'avec ce qui vous était arrivé, ils allaient comprendre que c'est une grosse erreur, aussi bien sur le national qu'à l'international, mais visiblement non. Ils ont plutôt cet intérêt-là de faire peur et de décourager les journalistes de faire leur travail. Ils sont un enjeu pour le pouvoir, mais ils sont aussi un enjeu pour le Hirak. Ils ne sont pas beaucoup à suivre l'actualité politique, à couvrir. Donc il faut continuer à les soutenir, tout simplement. Hassan. J'allais demander est-ce qu'on peut aussi amnistier Saïdani forcément, d'accord. Évidemment. Excellent. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mes interrogations personnelles ne doivent en aucune manière interférer dans l'intérêt général de Il n'a l'Algérie. même pas été condamné, donc il n'a pas lieu de... 127 euros, il a eu. D'accord. Juste en un mot, hein, je pense, encore une fois, que Rachid Nekez apporte vraiment beaucoup de fraîcheur au débat politique, qui vraiment, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on a entendu de nouvelles propositions. Pour nous, journalistes, c'est toujours un bonheur. Un coup en avance, des fois, c'est peut-être pas trop bien d'être beaucoup trop en avance. Les propositions d'amnistie, de gouvernement, de juristes, etc., je pense que c'est un peu trop en avance. Ça peut survenir. Ce sont des propositions qui doivent rentrer dans le débat et c'est bien d'être pionnier et de les mettre dans le débat, mais je pense que le moment, aujourd'hui, c'est encore de faire comprendre au régime Tebboune qu'il a tort de poursuivre la feuille de route d'Ahmed Gaïd Salah, parce qu'il continue de la poursuivre. C'est-à-dire, on ne tient pas compte des revendications populaires, on déroule les élections les unes après les autres, les prochaines, ce sont législatives, et on va dans le mur. Et donc, le Hirak joue son rôle,
les manifestations, de disqualifier cette échéance une fois de plus, mais ça ne suffit pas. Les élites politiques sont attendues sur des contre-propositions. Et ces contre-propositions, je pense qu'il va y avoir une initiative, je peux le dire, je peux me permettre de le dire, une forte initiative avec des personnalités et notamment des mouvances, NIDA 22 en fera nécessairement partie. Et ce que je voulais dire sur ce plateau, c'est que ce serait très bien que Rachid Nekaz en fasse aussi partie avec son patrimoine de propositions. Merci pour votre Et vous acceptez invitation. l'invitation? Mais je suis un démocrate, vous savez. Très bien. J'accepte toutes les bonnes volontés, à condition que ça serve l'intérêt général de l'Algérie. Merci. Mais je crois que si le régime se bloque, c'est parce qu'il a peur. Donc il faut le rassurer. Merci beaucoup d'être venu à Salqadi, Tiziri Mames et Rachid Nekaz. Merci à vous de votre fidélité. Merci au public qui était avec nous. On se donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 18h en direct sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.